Je laisse prendre les dernières photos. Il n'y a pas de problème. Donc, mesdames, messieurs, bienvenue pour ce panel dédié au FMCJ, les biens de grande consommation. Tous autres que nous sommes, en réalité, nous sommes des consommateurs. Que ce soit moi, que ce soit nos panélistes que vous allez découvrir dans un instant ou vous-même assis dans l'audience. Petite présentation, je suis Madjissem Beringay, je présente l'émission économique sur Canal+ Afrique et je suis également consultante en communication stratégique. Alors sur le sujet, une introduction globale. Donc au cours de cette dernière décennie, le paysage économique africain ou plutôt les paysages économiques ont beaucoup évolué. Certaines tendances se sont accentuées. La classe moyenne se fait naturellement. Alors, cette classe moyenne n'a pas le visage et les contours qu'on lui prédestinait, mais elle reste un défi, un challenge. Donc pour ces marques, pour ces distributeurs, l'Afrique, c'est un marché avec un potentiel de plus de 1 milliard de consommateurs. Alors la question, c'est quelle tactique pour conquérir les consommateurs africains? En tout cas, c'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre au cours de ce panel. J'invite notre expert, Monsieur Julien Garcier, à me rejoindre sur scène pour sa présentation. Bienvenue. Bonjour à tous, merci. Donc, je suis Julien Garcier, le fondateur et directeur général de Sagaci Research. Je vais vous présenter quelques slides pour poser la discussion. Je vais commencer par la dernière, donc ça ne va pas aller. Hop. Alors, comme Madjissem l'a dit en introduction, lors des 10 dernières années, on a vu énormément de buzz sur le sujet de la classe moyenne africaine. Beaucoup de sociétés sont partis du postulat de base que la classe moyenne en Afrique allait être similaire à ce qu'on peut connaître en Europe ou dans d'autres pays émergents. Après 10 ans d'analyse partiellement faussée en tout cas, on se rend compte que la classe moyenne africaine, elle n'est pas celle à laquelle on pouvait attendre, et c'est une autre classe moyenne qu'on découvre. J'ai pris là un exemple kényan pour vous montrer un peu de quoi on parle concrètement. On a des acteurs internationaux, là en l'occurrence à droite une chaîne sud-africaine qui propose une offre pour le trouver un marché que justement la classe moyenne n'existe pas parce qu'il a du mal à vendre son offre du petit déjeuner à 4 $. On a à côté de ça une chaîne de supermarchés qui s'appelle Naivas, qui est le leader au Kenya du supermarché, qui propose une offre à 99 shillings, donc à peu près 80 centimes d'euros. Et en l'occurrence, là, le directeur général dit que eux, c'est leur meilleur produit dans un certain nombre de leurs points de vente et ils ont du mal à satisfaire la demande avec leur offre à 80 centimes. Puis à côté, je vous avais mis l'exemple dans la rue avec une offre 10 fois moins chère. Ce qu'on constate et ce qu'on voit, nous, c'est que justement la classe moyenne africaine, on préfère parler, nous, du milieu de la pyramide. Donc c'est la masse, le mass market. Ça va être des foyers qui vont gagner entre 250 et 1000 $ par mois et par foyer. Et donc c'est cette classe-là qui est intéressante pour la plupart des industriels ou des distributeurs que vous êtes, puisque c'est là qu'il va avoir la masse justement et que vous allez pouvoir trouver un nombre suffisamment important de clients. La question du coup pour vous, est-ce que
où le milieu de la pyramide n'est pas si important que ce qu'on aurait pu imaginer et pas si simple. On voit aussi quelque chose d'intéressant, c'est que la plupart des acteurs du e-commerce s'appuient beaucoup sur le brick and mortar, donc sur les magasins physiques. Je vous ai pris ici l'exemple de Glovo, ici en Côte d'Ivoire, et c'est la même chose dans d'autres pays. On voit que Glovo, il s'appuie sur un réseau de restaurants pour faire de la livraison. Il s'appuie également sur les supermarchés pour faire de la livraison. Et donc on voit le e-commerce qui émerge avec des modèles qui sont quand même très ancrés et qui s'appuient beaucoup sur les magasins traditionnels. Enfin, en tout cas, les magasins formels. Justement, pour faire la suite, continuer sur la distribution, on voit, et c'est vrai dans tous les pays du continent, même au Kenya, même en Côte d'Ivoire, où la distribution moderne est particulièrement développée, on voit que la distribution traditionnelle a encore un rôle clé pour l'ensemble des consommateurs. Et ce n'est pas vrai que pour le milieu de la pyramide, ou même le bottom, le bas de la pyramide. C'est vrai pour tout le monde, y compris pour les plus aisés. Quelques exemples ici sur la part des dépenses dans chacun des canaux au Kenya par catégorie. On voit que sur certaines catégories, prenez l'hygiène, la beauté, le supermarché, les canaux modernes sont extrêmement importants. On voit que sur d'autres catégories, que ce soit sur les courses du quotidien ou même si vous allez sur les vêtements, on a encore une part extrêmement importante des canaux traditionnels, et on a également, vous le voyez dans les verbatims à droite, des consommateurs qui valorisent cette relation avec le magasin traditionnel. Qu'est-ce que ça veut dire pour des acteurs, pour ceux qui sont dans le retail? Ça veut dire que derrière, on doit encore inventer le modèle de distribution pour le continent africain, de distribution moderne pour le continent africain. On voit que certains groupes, prenez le groupe Carrefour par exemple, qui est rentré d'abord avec un format hypermarché, supermarché, et puis maintenant se développe vers des formats plus innovants, Supéco, ou des supermarchés plus petits. On voit au Kenya, si je reprends l'exemple de Naivas ou même de Quickmart, qui sont deux des principales chaînes, elles se développent sur des supermarchés de plus en plus petits, autour de 800 mètres carrés, proches des consommateurs, donc de là où les gens habitent. Naivas a même testé un magasin dans un bidonville, ou en tout cas une zone dense et plutôt à faible revenu, justement pour essayer de se dire, pour développer le retail moderne, il faut qu'on arrive à inventer le format qui correspond aux consommateurs africains et à cette classe moyenne. Pour terminer, au-delà de la distribution, il y a une vraie question sur les produits aussi, et les industriels doivent se poser la question, est-ce que j'ai le bon portefeuille de produits pour pénétrer la distribution traditionnelle? Comme vous le savez, la distribution traditionnelle va représenter en moyenne autour de 90%, voire 95% de l'ensemble de la distribution dans la plupart des pays. Et donc, pour dominer, il faut avoir les bons produits qui permettent d'être très présents dans ces magasins traditionnels. Je vous ai pris deux exemples, un sur le body care au Nigeria avec Vaseline, donc qui appartient à Unilever, qui développe justement des produits de plus en plus petits avec des contenants de plus en plus petits pour pouvoir justement être présent partout et pouvoir aussi que le produit puisse être acheté par toutes les bourses. La vraie question là derrière, il y a aussi une question de modèle économique, c'est que si vous voulez faire ça, souvent le contenant va vous coûter plus cher que ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a une vraie complexité pour réussir à faire ça. L'autre exemple, qui est un exemple qui n'est pas en Afrique subsaharienne, mais qui est en Égypte, qui est intéressant, c'est vous avez Domti, qui est une société dans les produits laitiers en Égypte, et eux, ils ont développé une nouvelle catégorie. Ils se sont dit, alors, je ne connais pas toute l'histoire, mais ils se sont dit, il faut qu'on soit présent dans le traditionnel. On va créer une catégorie qui s'appelle le sandwich ou le pâté. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Vous avez du fromage à l'intérieur d'un pain. Et grâce à ce produit-là, ils ont pu pénétrer, ils sont quasiment présents dans 100% des kiosques en Égypte avec ce produit-là qui se conserve un certain nombre de jours à température ambiante. Donc voilà quelques exemples sur les produits. Je pense qu'en conclusion, la vraie question, donc pour réussir à cibler, et je pense que le panel va détailler ces points-là, mais à réussir à cibler ce milieu de la pyramide et la masse des consommateurs sur le continent africain, il y a une vraie question sur les produits. Quels produits avez-vous en portefeuille? Quels produits devez-vous développer
pour pouvoir être présent. Une vraie question ensuite sur la distribution, sur comment, si vous êtes un retailer, développer le format qui correspond bien à ce consommateur-là sur le continent africain pour réussir. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Okay. Merci pour cette analyse qui donne le ton de notre échange. Et justement, pour cet échange, j'aurai avec moi la crème de la crème. Monsieur Abdoul Beidoun, directeur général Yeshi Group. Je vous prie de me rejoindre sur scène. Monsieur Rodrigue Bila, vice-président franchise Afrique de l'Ouest et centrale chez Coca-Cola. Monsieur Marc Bandelier, directeur général FMCG Industrie chez CFAO. Madame Claire Bueno-Ragache, CEO Export et Partenariats Internationaux Groupement des Mousquetaires. Et enfin, Yannis Arnopoulos, directeur général du groupe Arnaud Duval Distribution. Bienvenue. Alors, comme je le disais en introduction, et notre expert l'a confirmé, le profil du consommateur africain évolue et pas toujours dans la direction attendue. Donc, avant de parler de stratégie et de tactique pour conquérir ce consommateur, il faut d'abord apprendre à le connaître. Et donc, à quoi ressemble le consommateur africain ? Je vais me tourner vers vous, Monsieur Beidoun. Alors, le développement de la classe moyenne est avant tout favorable à des groupes comme le vôtre, parce que finalement, dès qu'on atteint un certain niveau de revenus, eh bien, on s'équipe, on construit une maison, on achète une voiture, et c'est précisément vos activités principales. Alors, vous, quelle analyse vous portez sur cette classe moyenne émergente ? Bonjour à tous. Effectivement, la consommateur classe moyenne doit passer par une période, enfin par un système d'éducation, de savoir comment dépenser son argent pour pouvoir sauvegarder certaines économies, pour pouvoir faire plusieurs choses à la fois. Pas plusieurs à la fois de la même année, mais quand même commence le plus important par la maison. Et après, bien sûr, par l'équipement, l'éducation des enfants, la santé. Mais le plus important, c'est comme quelqu'un qui a un costume sur lui, c'est pas comme quelqu'un qui n'a pas un t-shirt. Donc la maison, c'est le plus important dans l'économie et surtout dans l'évolution et le développement d'une qualité de vie en classe moyenne. Donc la façon où l'éducation et comment dépenser de l'argent, il doit être aussi éducatif à partir d'une société ou à partir d'un ensemble d'une société. Donc je trouvais que je connaissais la Côte d'Ivoire depuis 1977, dans laquelle il existait toutes ces grandes sociétés à la consommation, les grands supermarchés, il existait. Et après, c'est dégradé. Je me rappelle très bien, il y avait une chaîne, parce que j'étais à l'intérieur du pays, il y avait une chaîne des supermarchés de Score qui s'appelle Chaîne Avion. Et c'était dans toutes les grandes villes. Donc, on trouvait tous les produits qu'il faut. C'était une qualité de vie à laquelle le consommateur était dans une situation beaucoup préférable, enfin beaucoup mieux que les dernières 20 années. Donc, il existait, la dégradation s'est fait partir un peu quand même dans tous les sens, mais aujourd'hui, on reprend depuis quelques années, la Côte d'Ivoire, il reprend un niveau de vie, un niveau de consommation plus ou moins correct et éducatif. Je pense que l'éducation du comment dépenser l'argent, c'est le plus important. Et comment on consomme notre porte-monnaie. Donc si on consomme porte-monnaie par la maison, on va sauvegarder, on peut prendre les crédits pour payer, après on peut développer la voiture, mais l'éducation des enfants et comment utiliser cet argent, c'est ça le plus important. Donc, la classe moyenne associée au porte-monnaie et à l'éducation qui est relative. Merci. Alors, Yannis Arnopoulos, je me tourne vers vous. Alors, que ce soit du côté industrie ou du côté distribution, la plupart des entreprises ont ce qu'on appelle un cœur de cible. Alors, est-ce que vous pouvez nous dresser
un portrait robot du consommateur africain que vous visez en priorité? Bonjour à tous. Déjà, Madjissem, permettez-moi de remettre un petit peu de contexte. Je suis la 3e génération d'une entreprise familiale au Cameroun, le groupe Arnaud. C'est mon grand-père qui a fondé le groupe et on est dans la distribution de biens de consommation depuis déjà plus de 60 ans. Donc le consommateur, on l'a vu évoluer. On a vu également évoluer la distribution moderne. Je pense que aujourd'hui, la distribution moderne, elle n'est pas encore, elle est au balbutiement, elle est au tout début et tout doit être construit. On doit s'adapter au consommateur justement, et plutôt que le consommateur s'adapte à la distribution moderne. Alors dans le deuxième point, on reviendra sur cette question de l'adaptabilité. Mais du coup, je reviens à ma question initiale. C'est quoi le portrait robot du consommateur que vous visez chez Arnaud Duval Distribution? Justement, donc le consommateur que l'on vise, c'est un jeune, parce que la population africaine aujourd'hui a en moyenne 25 ans. Et donc c'est un jeune de famille qui aime consommer des produits de grande qualité à un prix abordable, et c'est ce que nous souhaitons apporter à ces consommateurs, et c'est pourquoi donc nous sommes associés à une grande marque internationale qui est Intermarché, pour apporter ce savoir-faire international en association avec notre savoir-faire profondément ancré dans le marché local. Et justement, en parlant de marché local, ça me permet de rebondir sur... Ah, vous voulez prendre la parole, Madame Bueno-Hagash? Vous voulez rebondir, bonjour, sur ce qu'il a dit? Oui, okay, c'était en fait, juste pour compléter ce qu'a dit Yanis, nous chez Intermarché, notre mode d'intervention, c'est vraiment le partenariat. En fait, on exporte des produits dans plus de 70 pays dans le monde, dont 21 pays en Afrique subsaharienne, et à chaque fois, notre approche est la même. C'est pas une approche globale, c'est vraiment une approche pays par pays. On noue des partenariats avec des acteurs locaux qui sont vraiment experts de leur territoire. Donc, la vision que l'on a du consommateur africain, nous la forgeons via, en fait, nos partenaires. Et en effet, je pense que le consommateur africain, ce qu'on constate, c'est qu'il est très attaché à cette notion de qualité. Et c'est là qu'un groupe comme le nôtre peut apporter une vraie valeur ajoutée, puisque en plus d'être distributeur, nous sommes producteurs. Nous, chez Intermarché, nous avons plus de 60 usines et nous produisons nos propres marques, des marques qui sont connues en Afrique déjà, Pommettes, Chabrior, Label, qui sont très appréciées justement pour cette notion de qualité. Ce sont des points de repère et aussi, bien sûr, pour le prix abordable qu'elles apportent. Très bien, merci. Alors, vous parliez de local, et donc j'aimerais me tourner vers vous, Monsieur Bandelier. Un des créneaux privilégiés dans lequel s'engage la grande distribution, donc c'est le local, comme on vient de l'entendre. Tout le monde en parle, tout le monde a un rayon produits locaux. Est-ce que c'est finalement pas aussi un moyen d'étendre sa cible et de ramener des clients qui, naturellement, ne viendraient pas dans vos centres de modern trade? Alors, je pense que on est vraiment au cœur de la problématique. Un point de contexte aussi concernant... Bonjour à tous d'abord. Un point de contexte qui est important, FAO est une entreprise qui est en Afrique depuis 170 ans et qui affronte cette problématique du pouvoir d'achat depuis 170 ans. Comme l'a très bien dit Julien précédemment, le consommateur africain a une problématique de pouvoir d'achat qui n'est pas en train de s'arranger avec le renchérissement du prix des matières premières. Et quand il doit faire des arbitrages, il fait des arbitrages vers des produits essentiels en fonction de l'argent qui est disponible. Alors ces produits, aujourd'hui, sont en grande partie importés en Afrique et ils sont beaucoup plus chers que sur leur lieu de production d'origine pour 3 raisons principales. La première, c'est la logistique, bien sûr, pour faire venir ces produits en Afrique. La deuxième,
c'est les fluctuations des monnaies. On a la chance d'être en Côte d'Ivoire aujourd'hui avec une monnaie stable, mais il y a beaucoup de pays africains qui ont des monnaies fondantes. Et puis la troisième, c'est bien sûr les coûts douaniers pour faire venir ces produits et passer les frontières. Pas seulement en venant d'Europe ou d'Asie ou des États-Unis, mais aussi pour passer d'un pays à l'autre. On n'a toujours pas cette zone de libre-échange qu'on appelle de nos voeux. Et la communication... C'est en cours, je crois. Oui, et la communication des produits et des biens de grande consommation entre les différents pays est extrêmement compliquée. Donc la solution pour nous, c'est de soutenir nos amis du retail, mais aussi de la distribution traditionnelle qui représente encore en Afrique 90%. Hein. En effet. Et donc, pour apporter des produits accessibles, il faut fabriquer sur place. Très bien. Alors, on reviendra sur cette question. Bien volontiers. Dans le deuxième point. Moi, je voulais rebondir sur la question de la qualité et de l'exigence. Donc, je me retourne vers vous, Monsieur Bila. Alors, est-ce que le consommateur africain est sensible aux mêmes critères? Est-ce qu'il a les mêmes exigences que les autres consommateurs? Bonjour à tous. Question pertinente. Ce que nous devons comprendre, c'est que nous avons une masse de consommateurs que l'Afrique offre aujourd'hui. Nous avons 1 milliard de consommateurs. À ce jour, on peut estimer que 70% en dessous du Sahara ont moins de 30 ans. Donc ça, c'est un vivier important pour toute entreprise qui veut se développer. Et à travers cela, on a une démographie donc, qui est disparate. Nous avons une classe qui est une classe aisée, qui aspire à vivre comme en Occident et qui a des besoins très similaires. Et cette classe-là est très sensible, bien entendu, à tout ce qui est éthique, environnement. Et c'est important que dans l'offre de produits que nous faisons, que nous prenions en compte ces aspects-là. Ensuite, vous avez une classe qui est une classe moyenne, Julien l'a dit tantôt, c'est une classe qui est la plus importante aujourd'hui en termes numéraires. Et cette classe-là, c'est une classe qui va être une classe qui va balancer entre la classe aisée et qui va donc, en début de mois, fonctionner comme quelqu'un qui est de cette classe A, et en fin de mois ou en milieu de mois, va fonctionner comme quelqu'un qui n'est même pas, qui est en dessous du seuil de pauvreté. Donc, voilà un peu ce paradigme qu'il faut arriver à résoudre. Et à travers l'offre de produits, le portefeuille que nous devons apporter, il est essentiel que nous ayons une approche qui puisse répondre à tous ces besoins-là. Et c'est en cela que, aujourd'hui, avec les challenges, comme l'a dit Marc, les challenges qu'on a aujourd'hui en termes de surcoût des matières premières, les intrants de production, avec tout ce qui se passe dans le monde, il est de plus en plus important que les sociétés se mettent au diapason, travailler à plus de productivité pour arriver à baisser les coûts dans un environnement hautement compétitif. J'ai une petite anecdote que je voulais citer. La vision a changé aujourd'hui. Nous sommes partis dans les années 70-80 avec un modèle où on n'a pas besoin d'outils performants pour travailler, pour adresser le consommateur africain, pour répondre à ses besoins. Aujourd'hui, si vous n'avez pas l'outil le plus performant qui peut produire à moindre coût, vous ne pourrez pas survivre en Afrique dans un environnement tel qu'il est aujourd'hui. Donc, en ce sens, nous sommes très, très, très regardants sur l'aspect qualité, offrir des produits de qualité, offrir des produits qui ont une responsabilité sociale et environnementale pour toutes les communautés dans lesquelles nous opérons. Et ça, c'est un sacerdoce pour notre compagnie. Merci. Très bien. Oui, Yanis, tu veux? Oh, oui. Oui, pour rebondir ce que vient de dire mon collègue de chez Coca-Cola, je suis partiellement d'accord avec ce que vous dites que les consommateurs africains veulent consommer tel qu'on consomme en Occident. C'est une réalité, mais ils veulent également, et ça on est chez Duval Arnaud Distribution, on est convaincus de ça, ils veulent, on l'a dit tout à l'heure, pouvoir consommer comme en Occident, comme à l'international, mais avec une adaptabilité du produit
de façon locale. Et c'est pourquoi nous, en tant que retailer et avec nos partenaires d'Intermarché sur nos supermarchés, on va développer des magasins de proximité. Et Julien le disait tout à l'heure, nous on croit fortement en ce modèle de supermarché, de petite surface, de proximité, dans lequel on va créer des écosystèmes avec les producteurs locaux. Parce qu'on parlait d'industrialisation tout à l'heure, mais il va falloir aussi également structurer les filières de production. C'est ce qui manque dans un pays africain, particulièrement au Cameroun, que je connais mieux. Il manque cette structure de cette filière de production de produits locaux et de produits de qualité. Vous voulez répondre, Monsieur Billa? Oui, je suis tout à fait d'accord et juste pour clarifier mes propos, l'acte et les actes d'achat qui sont effectués, même si dans le besoin c'est un acte d'achat élitiste en termes de qualité de produit, en termes d'éthique, en termes de responsabilité environnementale et sociale, cela s'apparente à ce qui se passe ailleurs. Donc cette exigence, ce que je veux dire, c'est que cette exigence, elle est là. Nous avons une partie des consommateurs qui sont exigeants. Et il ne faut pas ignorer cela. On a un autre bloc de consommateurs qui est la masse, en général, qui, elle, aspire à avoir des produits qui assurent leur quotidien et qui sont plus regardants sur l'aspect accessibilité. Et ensuite, vous avez toute la partie en dessous de la pyramide qui sont des consommateurs qui, aujourd'hui, nous avons du mal à servir parce que le modèle économique ne fonctionne pas encore. Et on est toujours dans des réflexions aujourd'hui de comment arriver à servir tous ces gens-là qui sont en dessous du seuil de pauvreté dans des conditions économiques qui nous permettent de continuer à avoir des entreprises prospères. Monsieur Bandelier, où est-ce que vous placeriez le curseur pour justement permettre de satisfaire cette demande, et ce, malgré donc, cette contrainte et qui est de taille, celle du porte-monnaie? Merci. Oui, effectivement, je crois que je vais mettre tout le monde d'accord. Rodrigue a tout à fait raison en disant qu'on a des strates de consommateurs avec des besoins assez différents, un besoin global de qualité de produit et de nutrition dans certains cas. On a un service à rendre à nos consommateurs africains et le produit doit apporter ce service. La solution pour nous, c'est effectivement, comme vous dites tous les deux, de professionnaliser la distribution, de professionnaliser la production et de professionnaliser aussi les gens qui, en Afrique, vont fabriquer les matières premières. Aujourd'hui, vous pouvez faire de la bière avec des grits de maïs ou avec des brisures de riz. Et ces produits-là peuvent être produits localement, ce qui nous évite d'importer des maltes d'orge d'Europe. Ce type de solution n'est possible que si on a un très bon réseau de producteurs qui vont nous faire des produits de qualité, à la fois sur ces grits de maïs ou ces brisures de riz, qui ne sont pas en concurrence avec l'alimentation africaine, mais qui sont vraiment des coproduits de l'agriculture. Donc ça, c'est un point important. Après, sur la partie transformation, on est obligé d'être créatif pour faire la qualité qu'attend Rodrigue et les consommateurs, mais aussi pour faire le prix dont ont besoin nos consommateurs africains. Et là, s'impose à nous une solution industrielle qui est adaptée au marché, comme l'a demandé le président du Ghana. Je veux une usine dans chaque district du pays. Il faut arriver à faire des usines sur un modèle très simple, qui peuvent fabriquer un grand nombre de produits dans un pays donné pour que les coûts d'accessibilité du produit soient les plus bas possibles. Et en cela, avec CFAO, depuis des années, on travaille sur un modèle qu'on a appelé la Multipurpose Factory, qui est d'ailleurs présente en Côte d'Ivoire, qui, sous un même toit, permet de fabriquer à la fois du dentifrice, des rasoirs, des stylos, du jus de fruits, des crèmes, et tous ces produits sont fabriqués avec nos partenaires, qui sont des grandes marques, bien souvent. On parle de L'Oréal, on parle de Capri Sun, on parle de Bic. Et on va réussir à produire à moindre coût. Alors quand j'arrive et je vois mes amis retailers, je vais leur proposer un produit qui, bien souvent,
va avoir un prix pour le consommateur qui sera de 3 à 5 fois inférieur au prix du produit importé, produit identique. Parce que là encore, les grandes marques pour lesquelles on travaille sont extrêmement exigeantes sur la qualité. Et il n'est pas question d'imaginer que le Capri Sun que vous allez boire ou le Coca que vous allez boire va être d'une qualité un peu inférieure à celle que vous avez en Europe. Alors, notre expert l'évoquait, la question du format et de l'adaptation des formats. Qui a envie de prendre la parole sur le sujet? Peut-être Madame Ouénoragache? Merci. Oui, sur l'adaptation de l'offre au marché. Donc nous, une fois de plus, on travaille vraiment via ces partenaires locaux. Mais ce qu'on leur propose, c'est une gamme de produits extrêmement large. On a 20 000 produits à l'export qui sont en grande partie issus de nos usines ou d'usines partenaires et avec lesquels on a tous les mêmes exigences. Ça, c'est un point important. Vous parliez tout à l'heure de qualité, d'éthique. Elles ont toutes les certifications ISO, notamment ISO 22000, sécurité alimentaire, IFS. Elles ont des process de contrôle, donc ça c'est très important. Tous ces produits qui sortent de nos usines ou des usines partenaires, elles sont directement disponibles pour les points de vente en France et bien sûr pour l'export. Et donc c'est le partenaire à qui on laisse une grande marge de manœuvre, puisque c'est lui qui décide de sa gamme, de l'agencement de son magasin. Il garde même son enseigne locale, à laquelle on peut juste ajouter donc le co-branding, on va dire partenaire Intermarché. Et c'est lui qui va choisir au sein de cette gamme l'offre la plus adaptée aux consommateurs, et en l'occurrence aux consommateurs africains. Et là, on lui propose aussi, pour allier ce souci de qualité et un prix compétitif, on lui propose aussi des gammes à entrée multiples. Ça, c'est notre grande force, c'est qu'on a à la fois les marques propres d'Intermarché qui sont vraiment aux standards internationaux, comme toutes nos marques. On a des premiers prix. On a du discount avec une autre marque qui s'appelle Netto, et c'est le partenaire, une fois de plus, qui va choisir, et on va l'aider. Et on peut même aller plus loin. Je fais une petite ouverture. On a parlé tout à l'heure de production. Dans certains pays, donc comme nous, on est également industriel, on peut exporter également ce savoir-faire d'industriel. Et donc à l'île Maurice, par exemple, on a aidé un de nos partenaires à produire localement, en l'occurrence c'était de l'eau de Javel, pour vous donner cet exemple, à notre marque, Apta. Voilà, et donc ça, c'est vraiment des choses qu'on peut tout à fait envisager en Afrique avec d'autres partenaires. La coopération, très bien. Alors, Monsieur Beidoun, je me tourne vers vous. Dans votre portefeuille d'activité, vous avez notamment donc une société de distribution de véhicules. Alors, une voiture, ce n'est pas à la portée de tous les consommateurs. Donc, quelle stratégie, quels outils pour rendre ce type de bien accessible à cette classe moyenne? Bien. Je peux dire que depuis que la Chine, depuis que la Chine s'est mise dans l'automobile et s'est mise dans les fabrications des besoins, bien sûr, pour les marchés chinois, et dans laquelle c'était la première, la première occasion pour Yeshe Group de commencer par importer ces genres de voitures. Avant tout le monde, même les grands acteurs qui sont avant nous, ils n'ont pas été confiants. Donc, la base de la fabrication des voitures à un coût modéré ou un coût qui va avec les moyens du pouvoir d'achat, il faut réfléchir à un modèle, il faut réfléchir à investir avec attention, malgré que vous preniez un grand risque. Je veux dire que l'histoire, un petit peu, je reviens en arrière. Nous sommes commencés dans les affaires il y a 40 ans ici par les vélos et pièces vélos. Et des vélos et pièces vélos, nous sommes montés dans les cyclomoteurs, qui fabriquaient sur place, dans lesquels nous avons un accord avec même le CFAO. Parce que le CFAO avait la même histoire. Elle commençait par les réglementaires, après ils sont venus aux voitures. On n'était pas commencé directement dans les voitures il y a 170 ans. Donc, l'idée, c'est aller dans les vélos ou mobilettes, vélos moteurs ou motos, de fabriquer. Et même on a fait une usine au Maroc pour pouvoir développer ces produits. Et j'avais l'attention, depuis que la Chine est développée, elle va à une vitesse assez rapide, et nous avons tout de suite vu l'opportunité de commencer à faire ces genres de véhicules qui sont commencés par les camionnettes pour aider les consommateurs, pour aider d'abord les agriculteurs d'avoir un moyen de transport et faire transporter ces produits des brousses à la ville
avec un achat d'une voiture à moins que 6 millions, je me rappelle à l'époque. Laquelle la voiture, il faut une coréenne double. C'était un Kia, ça coûtait 12 millions. Donc c'était l'idée d'avoir plusieurs voitures pendant les périodes de cacao qui sont en 4 mois. Il faut avoir le maximum de véhicules pour pouvoir le maximum de tonnage. Donc c'était l'idée d'abord d'aller et prendre les risques. Nous avons pris un grand risque de commencer par les voitures chinoises et notre groupe c'était les premiers à faire confiance et voir l'avenir. Pourtant que ça nous a coûté trop cher pendant 10 ans. Et après 10 ans, parce que je parle depuis l'année 99 avant 2000, à partir de 2010, où les Chinois commencent à faire un produit acceptable. Aujourd'hui, non seulement acceptable, aujourd'hui c'est un produit concurrentiel. Donc nous avons investi depuis longtemps, ça nous a coûté trop cher, mais je suis déterminant dans mes projets, je continue, je n'ai pas abandonné. Alors, sur la question du financement. Le financement. On vient sur le financement, il y a deux choses, il y a deux acteurs. Les problèmes, les sociétés encore, lorsqu'ils voient une nouvelle marque qui vient, ils ne veulent pas donner l'argent à ces modèles. Il y avait un petit, indirectement, je ne vais pas dire des concurrences, des blocages. Et ces blocages, c'est fait par un système pour éviter la concurrence. Donc on a vécu une période difficile, mais on a investi dans nous-mêmes, dans notre propre moyenne, de développer ces produits et donner une partie à crédit pour que les gens aient la confiance. Et aujourd'hui, nous sommes, je veux dire, les marchés dans les automobiles, nous sommes dans le troisième acteur. On devient de loin, mais nous sommes dans le troisième acteur. Un marché de 25 000 voitures, dans laquelle étaient à peine 7 000 ou 8 000 neufs et une cinquantaine de mille occasions. Donc l'idée, à la base, d'offrir un produit, un prix accessible à tout le monde. Et une voiture commence à 5 millions ou à 7 millions, comme aujourd'hui ça se fait. C'était une challenging pour que les consommateurs ivoiriens n'achètent pas une voiture d'occasion à 5 millions. Il va passer tout son temps, après un an, au garage, de lui offrir une voiture neuve au même prix à 40% de plus ou 35% de plus. Voilà comment le système aujourd'hui, pour donner un accès favorable et un modèle favorable. Et la Chine aussi, ça avance aujourd'hui dans l'acteur du fabricants d'automobiles qui sont aujourd'hui à la hauteur où tout le monde cherche aujourd'hui la carte et la concurrence est plus agressive chaque jour. Oui, et c'est une stratégie qui marche puisqu'on voit que le parc automobile neuf est en nette progression. Ça, c'est aussi dû à la loi de la gouvernement dans laquelle ils sont bloqués l'importation de vente de voitures, enfin d'importation de voitures à plus que 5 ans. Je suis à mon titre président de la GEPAM, le groupement d'automobiles. On a travaillé beaucoup avec l'État pour pouvoir appliquer cette loi. Et cette loi aujourd'hui, c'était très favorable pour les consommateurs avant pour nous et pour l'État aussi, parce que pour l'environnement. Parce que finalement, c'est quoi? Vous achetez une voiture d'occasion à 5 millions et chaque mois, vous allez dépenser 200 ou 300 000 pour réparer cette voiture, en même temps pour lier. Donc pourquoi pas ne pas acheter une voiture à 7 ou 8 millions et la différence que vous allez payer, vous prenez un crédit. Et pour avancer, vous avez un pack neuf, une voiture neuve, un environnement plus propre. Ouais. Donc on a travaillé dans ce sens-là. C'est vrai. Et aujourd'hui, un succès. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on a quand même une package de 25 000 voitures neuves vendues, camions, par rapport, dans les années, il y a 5 ans, ou 3 ans, ou 10 ans, à peine 5 000, 7 000. Donc c'était un succès. C'est un vrai succès. Exactement. Et puis surtout, nous avons tous les prix. Vous avez aujourd'hui. Alors, Monsieur Beydoun, je vois l'horloge qui tourne. 5 millions, je vous laisse finir. 25 millions. Merci. Très bien. Alors, il y a l'horloge qui tourne. Yanis. Alors, en 1 minute, on passe au prochain point. Juste, alors, même en 30 secondes, on a très peu parlé du rôle aussi des gouvernements et de l'État dans cet environnement. C'est ce qui vient d'évoquer. Oui, et justement, c'est très important, je rebondis là-dessus, que ce soit pour l'industrialisation de l'Afrique et la transformation de ces produits locaux, mais également pour l'importation des produits de qualité, pour les rendre accessibles à tous, il faut que les gouvernements aussi puissent nous accompagner, le secteur privé. Il faut qu'il y ait le cadre fiscal qui soit adéquat, le cadre douanier, par exemple. Vous parlez tout à l'heure de taux de douane qui étaient exorbitants. Quand on importe au Cameroun une voiture, on paye 30% de droits de douane plus TVA et plus des droits d'assises, ce qui rend le produit final complètement quasi inaccessible. Quasi inaccessible. Et ça, c'est aussi valable pour des produits de première nécessité. Oui. Et donc les États ont un rôle très important à jouer là-dedans avec le secteur privé. Très bien, donc s'il y a des membres du gouvernement ou des représentants d'État, le message est passé.
Donc le troisième et dernier point, et pas des moindres, puisque nous allons parler de l'avenir du commerce à l'ère de la digitalisation. Alors on le sait, le taux de pénétration donc, du mobile et notamment des services financiers qui sont associés en plus de la dernière de cette pandémie, de la Covid-19, ça a été très favorable au développement du e-commerce, mais est-ce vraiment la solution ou est-ce vraiment la panacée, ce e-commerce en Afrique? Oui, alors je pense qu'aujourd'hui, à travers l'exposé que nous avons vu, le e-commerce se développe. C'est une activité qui grandit aujourd'hui, qui croît beaucoup plus vite que le commerce traditionnel. Et c'est en cela qu'au niveau de Coca-Cola, nous avons créé un département complètement dédié à cela, qui est ce que nous appelons le O2O, online to offline. Et l'idée derrière ça, c'est de faire en sorte que nous puissions aujourd'hui être dans ce trend-là. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas être en marge de cela, parce que, quoi qu'on dise, c'est vrai que c'est émergent, mais ça croît 3 fois plus vite que la distribution traditionnelle aujourd'hui. Donc, pour pouvoir y accéder, bien sûr, il faut avoir une offre de produits qui sied, une offre qui doit être digitalisée. Et pour nous, cela est essentiel. Mais dans ce modèle-là, et comme beaucoup d'acteurs aujourd'hui le font, il ne faut pas oublier toute la partie physique, parce que le modèle africain serait un modèle fortement qui va prendre en compte les acteurs locaux, donc la distribution locale, les points de vente de proximité. Et c'est en impliquant ce modèle-là dans le digital que nous pourrons arriver à accélérer, bien entendu, cette croissance-là. Alors moi, ma crainte, hein, j'ai le sentiment que voilà, tous ces grands groupes qui s'installent et qui, pour certains d'entre eux, occupent même les créneaux de proximité, ben, en fait, est-ce que ce n'est pas un risque de voir disparaître nos boutiques de quartier et nos marchés traditionnels? Je m'adresse aux retailers. Je vois Yanis qui secoue la tête, Monsieur Bandelier. Alors, est-ce que vous allez faire disparaître mon petit boutiquier du quartier? Non, pas du tout. Au contraire, bien au contraire. On va s'appuyer sur tout cet écosystème hein, de revendeurs, de distributeurs, de petits retailers de proximité du marché traditionnel. Notre objectif, c'est bien évidemment de travailler en collaboration avec eux, de les structurer, comme je le disais tout à l'heure, et de faire en sorte qu'on puisse vivre ensemble. Dans les années 70, en France, par exemple, il y a eu une grande guerre entre les petits commerçants et justement ces nouveaux retailers qui arrivaient. Et nous, pour Duval Arnaud Distribution, au Cameroun et dans les pays dans lesquels on va se développer, on souhaite fortement s'appuyer sur ces petits retailers. Ces petits retailers parce que, en général, c'est des auto-entrepreneurs, donc eux-mêmes producteurs, ils vivent au jour le jour sur leur production, qui vendent dans les marchés traditionnels. Et donc on veut pouvoir racheter leur production, structurer la filière et toujours dans le même optique d'avoir des produits de qualité au meilleur prix pour que le consommateur puisse passer justement du marché traditionnel à nos magasins modernes. Moi, je crois que effectivement, comme tu l'as très bien dit, il va y avoir une coexistence pacifique, si on peut le dire ainsi, entre le marché traditionnel qui va connaître son évolution et le retail qui va s'imposer. Le marché traditionnel va voir une évolution très certainement, comme on l'a vu en Europe et dans les pays de l'Est, une évolution avec une professionnalisation des magasins de proximité qui vont basculer sur des franchises. Très certainement, ces franchises sont des franchises connues aujourd'hui et qui vont épauler ces magasins de proximité en leur donnant accès à des produits, à des conditions intéressantes sur le plan d'accessibilité prix. Donc, c'est une adaptation du marché traditionnel qui va avoir lieu. Il faut comprendre que notre consommateur africain a besoin d'avoir des points d'achat à proximité. Quand on parlait de leapfrogging tout à l'heure avec Julien, on voit que les marchés européens ont basculé des hypers vers les marchés de proximité. Les hypers sont désertés aujourd'hui. Hein.
et c'est les magasins de proximité qui prennent le lead. Il est possible que le retail en Afrique fasse ce leapfrogging, c'est-à-dire qu'il renforce plutôt son assise de magasins de proximité, et ce sera un beau développement, à mon avis, pour les marchés traditionnels. Alors, rapidement, la montre tourne. Oui, ce qu'on voit en effet, hein, c'est que le secteur de la grande distribution, c'est encore moins de 10% de part de marché dans la plupart des pays. Pour autant, c'est vraiment un marché en plein essor. Hein. Il y a beaucoup de pays, comme la Côte d'Ivoire notamment, on est déjà plutôt à 15%, avec des progressions, je crois, de 7% par an. Le Sénégal, le Ghana. Donc nous aussi, notre vision, c'est qu'à court, moyen terme, il va y avoir... les deux systèmes vont perdurer. Une partie du marché traditionnel va très certainement aussi se structurer, s'unifier autour d'acteurs locaux qui vont devenir eux-mêmes des acteurs de la grande distribution. C'est déjà le cas au sein de nos partenaires. On sait que la grande distribution, elle a aussi besoin d'acheter local. Et donc le développement de ce commerce dit moderne, il va aussi permettre de moderniser de nombreuses filières agricoles. Il y a la question des formats que vous avez posés. Là, vraisemblablement, le multiformat va également s'imposer. Il n'y aura pas un format unique. Nous, on le sait, Intermarché, on est vraiment très présent sur la proximité. Donc, c'est vraiment le format qu'on va privilégier. Mais on fait aussi, en tant qu'exportateur, du gros et du demi-gros depuis plus de 20 ans. Et je dirais qu'en conclusion, notre activité, c'est vraiment une activité de service, de terrain. Intermarché, c'est un groupement d'indépendants. Et la vision, c'est vraiment que ce sont les gens du terrain qui vont structurer ce marché, et c'est pour cela que nous, on s'appuie sur eux. On l'a bien compris. Monsieur Beydoun, je vous laisse clôturer le débat avant de passer aux questions-réponses avec le public. Je pense que le commerce, c'est une bonne utile, mais je ne pense pas que c'est surtout le produit. Sur le luxe, c'est le produit luxe, c'est possible, mais c'est les produits populaires, je ne pense pas. Donc la présence, être à la proximité, c'est la plus intéressante pour que l'emploi, pour que ce soit plus proche, pour que les gens, l'éducation, on change. Notre devoir aujourd'hui, comment changer l'éducation du bailleur d'acheter quelque chose de formel, bien propre et clean. Donc je pense qu'il y a un devoir à être installé comme c'était dans les années 80 ou 70, les Chine Avion et autres, partout, même les Toyota, tous les grands distributeurs étaient installés dans toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire. C'est un exemple pour toute l'Afrique, c'est la même. Je pense que c'est un modèle encore à reprendre et créer de l'emploi et montrer les produits et changer l'éducation du bailleur. Pour changer l'éducation du bailleur, il faut que ce soit plus proche, il faut qu'on donne une manière différente et plus éducative. Sauf les luxes, peut-être qu'il va prendre il va prendre une ampleur sur les produits, les besoins. Ça, c'est mon avis personnel et je trouve que après tous les réseaux qu'on est en train de reprendre sur la Côte d'Ivoire comme dans les autres pays, je pense que le commerce à la proximité il reste le meilleur business pour que les gens connaissent les produits, pour l'évolution et le développement et les changements d'éducation. Donc c'est un maillon important de la chaîne, on l'a compris. On va maintenant passer aux questions-réponses avec le public. Alors, je crois que l'équipe, il y a les hôtesses, micro. Alors, question. Très bien. Une question ici. Bonjour, merci à tous. J'avais une petite question. Je ne connais pas du tout le métier, mais j'ai cru comprendre que c'était un métier de volume, notamment dans la grande distribution alimentaire. Et comment vous faites pour absorber les chocs potentiels de demande ? Par exemple, il y a eu le Covid, soudain c'est fermé. Il peut y avoir en Afrique des chocs de pouvoir d'achat plus forts, plus fréquents. Comment vous faites pour adapter votre offre, qui est une offre de volume, aux chocs potentiels de pouvoir d'achat ? Monsieur Bandelier. Alors, on a effectivement connu des mouvements erratiques dans les ventes, mais ces mouvements, pour la plupart, on a réussi à les anticiper, en particulier si on avait un sourcing local. Le sourcing local, ça vous permet d'avoir une espèce de matelas et qui vous évite d'être dépendant des importations qui sont devenues beaucoup plus compliquées. On a même vu des concurrents qui étaient uniquement sur le modèle de l'importation, qui ont arrêté tout simplement de fournir les marchés. Et donc, oui, c'est très problématique de gérer d'un seul coup cet élan vers les magasins pour se stocker, parce qu'on sait que les matières vont être plus chères, parce qu'on sait qu'elles seront plus rares. Et puis,
une période de creux après, parce que la consommation, c'est pas parce qu'on a beaucoup de provisions dans sa maison qu'on va tout consommer immédiatement. Donc effectivement, il y a un creux juste après. Tout ça se planifie, tout ça se mesure et se gère. Et bien sûr, on a des stocks dans nos sites de production, on a des stocks dans nos entrepôts et on a des stocks en magasin qui nous permettent d'amortir le choc. Mais là encore, plus on produit localement, plus on est capable d'amortir les chocs de consommation que vous avez décrits. Alors finalement, le local, c'est la réponse à beaucoup de challenges et de défis. Alors je vous ai senti bouger, Madame Bueno-Ragache. Oui, nous, en tant que producteurs et commerçants, l'approche qu'on a, c'est qu'on sécurise aussi nos approvisionnements très en amont, puisqu'il faut sécuriser ces matières premières pour les unités de production du groupement. Et ça nous donne aussi une très bonne vision, une très bonne connaissance des coûts de production, ce qui nous permet aussi, avec les autres fournisseurs, de pouvoir discuter et défendre, grâce aussi à la massification que vous avez indiqué, voilà, des prix, sécuriser nos approvisionnements et également en défendre le prix. Très bien. Alors on va passer à une autre question. Oui, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Jean-César Lamère, je suis directeur de Business France, ici en Côte d'Ivoire. J'ai peut-être deux questions, si je peux en poser deux. S'il n'y en a pas d'autres après, d'accord. Mais rapidement. il faut partager. Donc, une question pour Monsieur Bandelier. Pour il a parlé rapidement des usines MIPA, c'est ça, multiprocess, enfin multiproduits. Je voulais savoir comment vous choisissez les produits. Alors, je vois il y a des produits Bic, Gillette, je crois, des dentifrices, etc. Mais comment vous choisissez les marques en fait que vous produisez dans ces usines? Ça m'intéresserait de savoir. Et puis, on parle beaucoup de FMCG, mais Monsieur Beydoun a un peu parlé du marché du luxe. Je voudrais avoir son avis, sa vision sur le développement du marché du luxe à Caen, je ne sais pas, des boutiques LVMH ou ce type de développement, par exemple, sur un pays comme la Côte d'Ivoire. Merci. Alors, pour répondre à votre question très pertinente, effectivement, on est en contact permanent avec des entreprises internationales qui ont un embryon de business dans des pays africains et qui viennent nous voir en nous disant on a envie de se développer sur une géographie donnée, quel est le dispositif que vous pouvez mettre en place pour fournir le retail et leur permettre de se développer avec nos propositions. Et c'est généralement orienté par des gens comme vous, par exemple, que les grandes marques vont venir naturellement vers ces FAO pour nous demander du support et de l'aide dans l'implantation. On couvre aujourd'hui 80%, même plus, des marchés africains avec notre présence, que ce soit dans l'automobile, la pharmacie et les biens de grande consommation ou la technologie. Et donc, on a un écosystème déjà à disposition du partenaire potentiel. Donc on peut lui apporter des solutions dans tous ces domaines d'activité qui vont être des solutions adaptées à l'Afrique, mais adaptables à ces marques et à leurs demandes. Donc on instruit des dossiers, on travaille, c'est beaucoup de travail pour aider une entreprise à avoir cette implantation locale et à se développer. Et en parallèle, bien sûr, on a aussi développé nos propres marques, parce que, comme vous l'avez très bien dit, il faut s'adapter et le consommateur africain a besoin de petits formats pour avoir des prix plus bas. Le consommateur africain a besoin de goût, a besoin d'odeur, a besoin de produits dans les caractéristiques du produit même qui sont particulières. Et il faut créer ces produits. Alors, on ne les a pas toujours dans les gammes des grandes marques internationales. Donc, soit on travaille avec ces grandes marques et on les développe, soit on les développe par nous-mêmes sur des marques qui sont les marques de CFAO. Monsieur Beydoun. Bien. Le luxe, c'est un marché, il existe partout, mais ça dépend comment on crée les besoins et comment on les présente. Donc, ça s'est fait aujourd'hui par les valises, par les gens qui voyagent, qui viennent, et ce n'est pas réglementé, ou ce n'est pas bien exposé. Donc il faut avoir aujourd'hui, on prend la plateforme ivoirienne ou en Kenya ou au Nigeria, c'est des marchés assez grands, assez grosses. Mais souvent les gens ils vont dans les masses, ils oublient les qualités et les produits où il y a des marges intéressantes.
Je pense que l'Afrique, il a le potentiel de consommer ces produits. Mais il faut la présenter. Il faut être courageux. Il faut avoir les bons centres. Il faut faire. Aujourd'hui, c'est les périodes où il faut faire des malls. C'est les périodes où il faut faire extenser les choses, ne pas rester dans les petits formats. Les petits formats, c'est bien pour l'intérieur. Mais aujourd'hui, même aller dans les grandes villes, qui sont en Côte d'Ivoire, Bouaké et autres comme d'autres pays, je crois que la période est là. Et nous avons, nous, Yéchi Group, nous avons plusieurs projets dans ce sens-là. Et on croit beaucoup à la luxe parce que nous sommes quand même dans les luxes. Chez nous, nous avons la galerie Périssac, qui aujourd'hui va répondre quand même. Bientôt, nous allons faire une galerie de presque petit modèle de Lafayette pour donner quand même l'envie des consommateurs, pour donner le développement et créer l'emploi et donner l'éducation, comment consommer. Parce qu'il ne faut pas aller dans les petits coins ou dans les valises, il faut avoir le plaisir de consommer. C'est à nous de créer ces genres d'offres, que ce soit dans les malls, ou que ce soit dans les produits, ou que ce soit dans les développements à long terme. Et des bons produits, bien sûr. Également pour l'automobile, vous allez voir le nombre de Toyota qui existe, qui est à 100 millions, qui est plus que le nombre de certains Suzuki qui sont à 5 millions. Donc on demande la question. Les marchés existent, mais c'est à nous d'avoir le courage et créer les besoins. Et c'est que je trouve que c'est tout à fait normal, au lieu de laisser les gens à chaque fois prendre l'avion pour aller faire le shopping à Dubaï ou à Paris. Et nous aussi, on laisse les choses passer à côté de nous. Non, l'économie risque. Mais bon, le problème est informel qui nous dérange, mais ça viendra un jour. C'est un processus. Alors, c'était la dernière question. On n'a plus de temps, malheureusement. Alors, en guise de conclusion, je pense qu'on est tous d'accord. Le secteur des biens de grande consommation est un secteur qui a de beaux jours devant lui, et ce, malgré les challenges et obstacles qui restent nombreux. Ce que je retiens, c'est donc le local, beaucoup, l'adaptation. Ce que je retiens aussi, ce sont que les modes de distribution modernes et traditionnels sont complémentaires, mais devront se structurer, restructurer chacun pour pouvoir répondre au mieux aux besoins et aux attentes du consommateur africain d'aujourd'hui et de demain. Voilà, c'est déjà la fin de ce panel. J'espère que vous avez pris du plaisir, en tout cas autant de plaisir au moins que moi. Merci à nos panélistes pour vos analyses éclairées et vos partages d'expériences. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.